Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Stack Rooms. Nous sommes le vendredi 11 juin et il s'agit du deuxième épisode de ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de CNCF juste après cette courte introduction. Conteneurs, microservices, infrastructure as code, serverless et même DevOps, pourquoi pas. Si vous faites des recherches sur Google avec ces mots-clés, il y a de bonnes chances pour que vous en croisiez au moins un autre et c'est Cloud Native. Et quand à son tour, on cherche avec Cloud Native, on n'est plus qu'à quelques clics de CNCF ou CNCF, donc c'est la Cloud Native Computing Foundation. Mais qu'est-ce que c'est que la CNCF? Qu'on ne confondra pas bien sûr avec la SNCF. Pour nos auditeurs français, on ne va pas parler de chemin de fer, on va pas parler de la Société nationale des chemins de fer pour juste évacuer cette petite blague, sinon ça m'aurait travaillé pendant toute l'émission. On va bien parler de la CNCF. Donc la CNCF, c'est quoi? Ça date de quand? Qui est-ce qu'il y a derrière? Comment ça marche? Et à quoi ça sert? Et puis je dois dire aussi que, et là c'est peut-être un peu plus personnel, mais je suis toujours intéressé d'essayer de comprendre comment les réputations se fabriquent et comment est-ce qu'elles survivent à l'épreuve du temps. Et le rapport de ça avec notre sujet, c'est que si vous vous baladez sur les sites web de projets comme Kubernetes, Open Policy Agent, Jaeger ou encore Argo CD, j'en passe plein d'autres, hein, vous allez trouver des mentions comme nous sommes un projet CNCF Graduated, ou nous sommes un projet en incubation CNCF, et on va revenir sur ce que ça veut dire un peu plus tard. Et ça me laisse penser que ce tampon-là est quelque part, en quelque sorte, synonyme de qualité de produit. Et donc, est-ce que ça, c'est une bonne lecture? Est-ce que c'est vrai? Et si c'est vrai, pourquoi? Alors, c'est ce qu'on va essayer de faire le tour de tout ça, de ces questions-là aujourd'hui. Un problème donc quand même pas mal chargé, et on va tâcher de ne pas faire trop long. Mais il faut quand même prendre le temps de développer tout ça. Et j'ai la chance donc aujourd'hui d'être avec Erat Karadinov. Certains d'entre vous le connaissent probablement via son pseudo, Archie. Archie, c'est un ambassadeur CNCF, un CNCF ambassador, qui travaille chez Google, et on va revenir un peu plus tard sur ce que c'est qu'un ambassadeur CNCF. Et il va pouvoir aussi nous parler un peu de son parcours pour arriver jusqu'ici. Archie, merci beaucoup d'être là. Je sais que ton temps est rare, donc vraiment merci beaucoup d'être avec moi. Est-ce que tu veux bien commencer peut-être par te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, pour qu'on comprenne un peu d'où tu viens et comment ça se fait que tu as des choses à nous raconter sur la CNCF. Et d'ailleurs, au passage, très joli masque. Très joli masque. Merci Aurélien. J'étais très contente d'être ici. Est-ce que je peux quand même enlever le masque parce qu'on a déjà rendu dans la zone orange à Montréal? Donc, j'ai fait mon vaccination, donc je peux quand même être plus secure pour tout le monde. Tout le monde est content qu'on peut retourner dans la bar, dans les arénas, des jouets, tout ça. Donc, finalement, on espère qu'on peut retourner dans le meetup aussi. Oui. On va parler d'ailleurs un petit peu plus tard du meetup que tu animes, le CNCF meetup canadien. Ouais. Je te laisse te présenter. Merci Aurélien. Je suis très content d'être ici. J'espère que ton podcast devienne très, très populaire. Et je suis comme le deuxième présentateur dans le podcast. Ce sera très cool. Donc, je m'appelle Archie. Comme Aurélien a présenté, je travaille chez Google et je suis ambassadeur CNCF. Et je suis très content de parler avec la communauté francophone, peut-être partager un petit peu mon expérience dans le CNCF et peut-être apprendre quelque chose avec Aurélien aussi et peut-être répondre à votre question. Donc, c'est ça. Très bien. Alors, la CNCF pour Cloud Native Computing Foundation, donc je sais pas si tu as envie de rentrer dans le détail juridique tout de suite, hein, mais ou si on a même envie de le faire, mais j'entends le terme Foundation as a non-profit organization, donc je t'invite à me corriger si je me trompe là-dessus, mais la CNCF, donc c'est une organisation qui date de quand et qui a quel objectif? En fait, Aurélien, moi, je préfère de commencer un petit peu avec un petit parcours
comment j'ai arrivé ici dans le CNCF, on peut peut-être parler un petit peu, parce que c'est la chance de parler un petit peu de comment c'est arrivé, tout ça, de l'histoire de technologie. Donc, en fait, je suis né en Russie et j'ai travaillé, ça fait comme 7 ans, peut-être comme le sysadmin en Russie. Puis, j'ai la chance d'immigrer au Canada. J'ai fait mon maîtrise ici à Concordia, à Montréal. Puis, j'étais la chance de commencer à travailler avec la compagnie Ericsson. Donc, j'ai travaillé, ça fait 8 ans avec cette compagnie. Puis, j'ai expérimenté, comme j'ai trouvé des choses comme j'ai installé le système de télécommunication, ce qui doit être scalé, qui doit être installé dans le système de notre client. Et j'ai toujours le problème avec l'installation, avec la mise à jour. C'était difficile d'installer l'application. Donc, j'étais comme, j'ai pensé comment je peux améliorer cette façon de déploiement des applications parce que c'est vraiment difficile. Ça prend peut-être parfois 1 mois juste pour installer un système dans le client. Parfois, tu fais l'upgrade quand faisais beaucoup des upgrades de système. Et un jour, j'étais dans la situation, ma femme, elle était enceinte et on doit partir à l'hôpital, mais j'étais le panne de système, donc tout doit travailler sur, c'est ça. Donc, là, on était avant que les clouds publics et le cloud même soient très populaires et soient répandus partout. Ouais. Oui, on a utilisé le bare metal pour installer les applications. Et donc, j'ai commencé une recherche, comment je peux améliorer ce système. Donc, j'ai commencé à jouer avec le Puppet, les systèmes d'automatisation. Et à un moment donné, j'ai entendu de quelque chose qui s'appelle OpenStack. Donc, j'ai commencé mon recherche. J'ai trouvé le Meetup à Montréal. J'ai joint la communauté. C'était très intéressant. Donc, j'ai appris que l'OpenStack, c'est le système qui nous donne la chance d'avoir le système on-prem comme Amazon, comme VMware, mais c'était open source. Et donc, j'ai commencé à jouer avec ça. J'ai monté mon système de Ericsson sur le OpenStack. Et j'ai pensé, c'était wow, c'est très cool. Donc, c'est comme le cloud, mais privé dans ton data center. Et j'ai aussi rencontré les communautés open source. Donc, j'ai visité les conférences de OpenStack où j'ai rencontré le OpenStack francophone groupe. Donc, on a quand même passé beaucoup de temps ensemble et j'ai compris que j'aime beaucoup les communautés. Donc, je veux travailler avec les communautés. Ça, c'était ton premier pied dans le monde open source à ce moment-là? Exactement, oui. Et puis, au moment donné, j'étais dans une OpenStack Summit à Vancouver. Et donc, j'ai eu la chance de voir beaucoup de compagnies qui cherchent les gens qui connaissent OpenStack. Et j'ai déjà été certifié de Red Hat. Donc, ces 2 compagnies qui m'approchaient, c'était Red Hat et Mirantis, qui m'invitait de travailler comme les ingénieurs de OpenStack. Donc, j'ai choisi de travailler avec Mirantis à un moment donné. Donc, on a passé belles 2 ans ensemble, travailler avec très intéressantes compagnies comme Volkswagen et tout ça. Donc, j'ai appris beaucoup de choses encore. L'expérience avec des enjeux importants. Exact. Mais ce que j'ai appris avec l'OpenStack, c'est que finalement, l'OpenStack, c'est bon pour automatiser l'infrastructure. Donc, tu peux monter ton VM, tu peux monter le load balancer, mais c'est jamais comme nous donner la chance pour améliorer notre déploiement des applications en façon scalable pour faire la mise à jour et tout ça. Donc, c'est manquer des composants qui, je pense, qui est très important. Et c'est comme ça. Ça restait un système qui était très opaque pour les équipes de développeurs. Ouais. En fait, qui produisent vraiment le software, quoi. C'est beaucoup plus orienté opération, infrastructure. Exact. Et donc, j'ai la chance un jour de travailler avec dans l'OpenStack community. Donc, j'étais le contributeur sur l'OpenStack et j'ai vu le projet qui doit monter le Kubernetes sur OpenStack. Donc, c'est comme ça, la première fois, j'ai entendu de Kubernetes et tout ça. Donc, j'ai commencé à jouer avec, puis devenu de contributeur sur le projet qui monte Kubernetes sur OpenStack. Et depuis le cloud, tu as complètement absorbé, hein, d'ailleurs, très joli chemise. Exactement. Très joli background derrière toi aussi. Je vois qu'il y a énormément de logos en rapport avec ça.
Exact. Et j'ai compris que, OK, maintenant, je pense que je vois le système qui est assez joli, comme elle peut scaler notre application, tu peux faire la mise à jour, tu peux builder le monitoring dedans et tout ça. Donc, j'étais vraiment intéressé avec Kubernetes. Donc, j'ai commencé le meetup de Kubernetes à Montréal. C'est devenu très, très populaire. Il y a beaucoup de monde qui nous joignent peut-être de communauté OpenStack, de communauté DevOps. Tout le monde est très intéressant avec cette technologie. Donc, finalement, j'ai changé mon travail. J'ai commencé à travailler chez CloudOps comme architecte de Kubernetes et Cloud Native. et donc là, on arrive petit à petit dans le monde container aussi, non? Exactement. Ouais. Ouais. Et j'ai travaillé peut-être, ça fait 2 ans avec comme l'architecte des Kubernetes. Donc, j'étais vraiment à aider les compagnies de déployer Kubernetes sur Amazon, sur Azure, sur On-Prem. On a fait le déploiement à Chine, Google aussi. Donc, comment le déployer ton Kubernetes avec le best practices et aider les équipes de développeurs pour monter le système CI/CD, le monitoring et tout ça. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et puis, finalement, en fait, j'ai 2 chances. Une chance pour rejoindre CNCF et la deuxième, la chance de commencer avec le Google. Donc, après quelques temps de penser entre deux, donc j'ai allé avec Google. Donc, maintenant, je travaille avec Google Cloud comme le Hybrid Cloud Specialist, Application Modernization Specialist. Donc, je travaille avec le système. Anthos, c'était ça que tu allais mentionner, j'imagine? Oui, je travaille avec Akantos, puis le Istio Service Mesh, Knative et tout ça, le système serverless. Donc, c'est comme évaluation. Donc, j'ai essayé toujours de garder la tête plus dans la chose qui est intéressant aussi et qui facilite les équipes pour monter les applications en façon cloud native et scalable. Donc, j'étais très content avec ça. Et la raison, je pense, pourquoi j'ai pas changer le poste pour le CNCF parce que j'ai déjà fait ça dans ma journée. Donc, quand j'ai fini mon travail, j'ai fait la communauté. Donc, j'organise le meetup maintenant. Quand j'ai commencé le meetup de Kubernetes, on a grandi. On a maintenant 10 000 personnes dans la communauté. On a 6 villes qui j'organise le meetup. Donc, c'est Montréal, Ottawa, Québec, Toronto, Kitchener, Waterloo, Ottawa. Alors, il y a beaucoup de travail de faire ça. Ouais. Et après, à un moment donné, j'ai devenu l'ambassadeur de CNCF au Canada. Donc, c'était juste arrivé parce que j'ai fait ça comme dans mon vie quotidienne. Tu l'étais presque déjà officieusement quelque part ou de fait plutôt. Exact. Là, on a mis un titre, on a officialisé le fait que tu étais... Exact. Et même aujourd'hui, on a quand même, c'est difficile avec le 6 villes, donc on a monté un bel groupe d'organisateurs, on a presque 12 personnes maintenant qui de différentes compagnies, différentes villes de Canada qui travaillent, on travaille ensemble. Comme c'est le travail de communauté, on fait, c'est juste pour le plaisir. Ouais. Que des bénévoles. Oui, c'est exactement. Et c'est comme ça, on essaie apprendre ensemble, partager. On a des Slack channel où tu peux joindre pour si tu as des questions ou si tu veux avoir, si tu cherches le travail. On essaie d'aider notre communauté locale à Canada. Donc, ça. Et puis, j'ai aussi organisé avant le GDG, c'est comme Aurélien, toi aussi, c'est par là qu'on s'est parlé. Organisateur. Oui, donc c'est le GDG Cloud Montréal. Donc, c'est une étape plus de technologie Google, mais open source. Donc, j'ai aussi quand même passé quelques temps avec ça. Et puis finalement, mon dernier projet qui je travaille, s'appelle KCD, Kubernetes Community Days. Donc, c'est quelque chose, si mettons, on a KubeCon qui est très populaire, mais on ne sait pas jamais comment KubeCon est arrivé à Paris ou à Montréal. On veut vraiment avoir le KubeCon chez nous, mais c'est très difficile. Donc, le KCD, c'est le Kubernetes Community Days, c'est quelque chose, c'est KubeCon, mais près de chez toi. Donc, tu peux organiser une petite conférence de gens qui patientent de Kubernetes dans ton ville. Et donc, si vous êtes comme moi qui est intéressé de faire ça, vous pouvez juste appliquer sur
GitHub et présenter votre cas. Donc, vous pouvez devenir aussi l'organisateur de Kubernetes Community Days. Donc, je pense qu'on va revenir sur le détail pour les différentes conférences, mais juste là, la date de cet événement, ça va être quand? Oui, en fait, on a planifié cette année à juin. Mais à cause de COVID, tout ça, on doit comme changer toutes les dates et maintenant on attend quand on peut organiser parce qu'en fait, on ne veut pas avoir le Kubernetes Community Days online. On veut avoir une vraie conférence avec le monde parce que c'est vraiment la communauté qui en organise ça. Puis je pense que les gens sont fatigués aussi de tout online, donc ils veulent avoir une vraie conférence peut-être dans un vieux port avec le vrai container, quelque chose comme ça. Donc, ça sera cool. On a chez les collègues de Stack Labs là, des personnes qui vont participer à un événement qui, pour le coup, là, est en France. C'est Riviera Dev, si je dis pas de bêtises, qui organise une conférence en physique, pas en virtuel, sur c'est des pédalos ou des bouées sur l'eau, en fait. C'est le genre d'astuce qu'on trouve justement pour régler le problème de la distanciation sociale. Ok, mais super. Donc, on se tiendra au courant peut-être pour la date. On mettra aussi les informations en note de vidéo pour que les gens puissent rapidement trouver comment proposer des conférences ou même contribuer en tant que bénévole sur l'événement. Oui, c'est sûr. Si vous êtes intéressé de nous joindre comme on s'appelle CNCF Canada, le Meetup, le nom de Meetup. Donc, on organise autour 6 villes maintenant. Puis, si vous voulez joindre comme le visiteur ou vous voulez présenter ou vous voulez d'être organisateur, donc laissez-nous savoir. Puis, je pense, Aurélien, tu vas passer mon Twitter sur l'information. Donc, Archie Ufa. Donc, toujours être prêt pour aider la communauté. Super. En tout cas, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu as une bonne position chez Google parce que tu travailles sur des systèmes qui ont du lien quand même avec les produits qui sont sous la tutelle, on va dire, de la CNCF, notamment Kubernetes, évidemment, mais aussi d'autres choses. Donc, il y a une cohérence dans le parcours, en fait, qui est le tien. Oui, je suis très content d'être chance de continuer à partager mes expériences et apprendre de nouvelles technologies et les compagnies. Donc, c'est incroyable la chance que j'ai eue dans ma vie. Donc, je suis très content. Et si vous êtes intéressé de travailler avec Google, donc n'hésitez pas à me contacter aussi. On cherche pour les gens comme moi, patients, qui connaissent technologie. Et pour bien comprendre, d'ailleurs, tu contribues, genre tu développes sur ces produits-là ou tu fais de l'évangélisation ou de la formation peut-être? Chez Google ou en général? Chez Google. Oui, chez Google, mon but principal, c'est aider les clients pour utiliser le système open source ou le système de Google qui est basé sur open source, quand on a parlé. Puis, il y a beaucoup de choses qui, comme même le produit, c'est comme on a GKE, mais dedans, c'est Kubernetes. On a des Inter-Service Mesh, mais dedans, c'est Istio. Donc, tu dois vraiment connaître le système au-dessous comment ça fonctionne. Donc, il y a beaucoup de monde qui essaie d'intégrer, installer, configurer. Donc, tout le monde a besoin d'un coup de main. Et bien sûr, quand je parle avec les clients, on attend des feedbacks. Donc, ça, c'est quelque chose chez Google, on travaille fort. Donc, on passe les feedbacks dans notre product team, l'équipe de production. Donc, je travaille beaucoup avec le PM qui a continué d'amélioration de parties open source aussi et parties de produits. Super. Donc, ouais. Excellent. À moins que tu aies envie de rajouter quelque chose, tu pourrais peut-être nous parler un peu de la CNCF, donc ce que discutait. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est exactement comme organisation, quand est-ce que c'est né et puis quel objectif ça a? Oui, c'est une bonne question. Je peut-être commence avec la mission de CNCF. Donc, c'est vraiment créer un landscape de projets différents clouds natifs qui fonctionnent et intégrés bien entre eux. Donc, on peut penser de Kubernetes, on peut penser de Prometheus, Fluentd, CNI, CSI. Donc, tous les composants, tous les projets cloud natif doivent être bien intégrés et bien fonctionner entre eux. Et que
qui peut quand même aider à usagers avec une meilleure option pour builder et déployer les applications cloud native. Et je pense que la mission, comme vraiment très important pour nous, ça doit être accessible pour tous. Donc, si tu veux contribuer, si tu veux utiliser, si tu veux faire la donation à CNCF, donc tout est possible. C'est comme donner les options très sécurité pour tout le monde d'utiliser cette technologie. D'accord, donc il y a beaucoup de choses. L'open source, c'est quelque chose qui est au cœur de la mission de la CNCF, de ce que je comprends. Oui. C'est né de quoi? C'est parti de quelle initiative, cette fondation? C'est une histoire très sympa, très intéressante. C'est une longue histoire, mais je peux peut-être donner une petite discours. Donc, comme peut-être c'est très, très semble de mon histoire, peut-être à 2014, c'était le temps quand technologies comme OpenStack et Docker, c'était très, très populaire. Mais comme tout le monde a compris, il y a des limitations avec OpenStack. C'est juste automatisation de infra. Donc, builder le VM avec l'API. Puis le Docker, c'était vraiment une technologie sympa qui donne la chance de rouler container. Donc, c'est pas rouler le container, mais quand créer le container, donc tu peux créer ton application comme container, tu peux déployer ce container n'importe où. Et ça aussi, comme quand même, ça roule beaucoup plus vite qu'avant avec le VM. Et puis, ça prend moins d'espace. Donc, c'est cool, mais la limitation de Docker, c'est que tu ne peux pas vraiment rouler le Docker sur production. C'est quelque chose que le développeur peut utiliser son laptop, mais quand tu finis ton application, tu veux rouler sur production, tu veux peut-être donner à quelqu'un pour utiliser ça ou déployer quelque part, mais ce n'était pas possible avec Docker. Ou en tout cas, ceux qui l'ont fait ont éveillé les passions de beaucoup d'experts, notamment en sécurité, qui disaient non, ne faites pas ça. Ouais. Et alors, en même temps, Google a déjà expérience avec Container. Donc, il a déjà roulé tous les systèmes en Google comme YouTube, Gmail, Google Maps. Ça roule tout sur le Container. Et Google utilise son système propriétaire qui s'appelle Borg. Ouais. Et aussi, en même temps, Google, il a commencé Google Cloud. Donc, c'est le nouvel départ pour le cloud. Donc, on a déjà Amazon qui est très connu. Il y a Azure qui est déjà devenu assez fort. Et puis, Google Cloud, il a juste commencé avec quelques produits comme Google Compute Engine et Google App Engine, qui étaient intéressants, mais pour Google, c'était très difficile de différencier entre Amazon et Azure parce qu'ils sont déjà très forts. Et donc, Google Cloud et Google, il a décidé, on va open sourcer notre produit, Borg. Donc, on va faire cet produit disponible pour tout le monde en façon open source. Et donc, comme ça, bien sûr qu'on va battre le Borg, le meilleur sur Google Cloud, mais tout le monde peut aussi utiliser cette technologie. Donc, c'est une décision très forte pour le Google parce que c'est secret weapon de Google, Container Orchestrator Borg. Mais il a décidé de faire ça parce qu'ils ont pensé que c'est la technologie qui tout le monde doit être accès. Ouais. Et donc, c'est une version, tu parles de Kubernetes, en fait, qui est né des concepts explorés par Google, notamment via leur système Borg, donc c'est ça? Ouais. Alors, la décision n'était prise, on va open sourcer le Borg, mais on ne sait pas où. Il y a des OpenStack Foundation qui vraiment focusaient sur OpenStack. Et elle était quand même très succès. Il y a beaucoup de monde qui aimait l'OpenStack et conférence 6 000, 7 000 personnes. À ce moment-là, c'était, je pense, le conférence le plus grand, puis la communauté était très forte. Mais le OpenStack toujours pensait de OpenStack. Elle n'a pas pensé de Kubernetes. Ouais. Il y a des Apache Foundation qui étaient quand même, à ce moment-là, c'était pas très populaire en façon, parce qu'il y a des problèmes qui étaient créés avec l'Apache. Donc, en même temps, le Kubernetes, c'est quelque chose de nouveau qui vient pas juste tout seul avec ça. Parce que le Kubernetes, c'est vraiment le System Orchestration. Donc, ce fonctionnement est assez limite pour ça.
Mais il y a beaucoup de choses d'autres comme l'observabilité, il y a tracing, monitoring, logging, il y a d'autres systèmes qui doivent être intégrés. Donc, ils ont déjà pensé que ça va être une grande fondation parce que ça va être la technologie différente comme le service mesh, comme serverless qui doit être basé sur Kubernetes. Donc, un écosystème à part entière, en fait. Exactement. Kubernetes étant la racine, en fait, le support sur lequel cette nouvelle génération d'architecture va naître. Quoi, et donc, finalement, ils ont décidé de faire le partenariat avec Linux Foundation. Mais Linux Foundation, c'est Linux. Ouais. Donc, il a décidé de créer une nouvelle fondation dans le Linux Foundation qui s'appelle Cloud Native Computing Foundation, CNCF, qui va encourager le développement et collaboration de Kubernetes et d'autres solutions cloud native ensemble. Et alors, l'implémentation Borg, il était recréé comme il était réécrit avec Golang. Donc, c'était le projet Golang. Et on a donné le nom de cette technologie Kubernetes, Kate, qui on a déjà connaît très bien. Et ce projet, il a été donné comme le projet Inception à CNCF. Donc, Google, il a donné ce projet à CNCF. Et à ce moment-là, c'est-à-dire que ce projet, ce n'est pas Google qui roule Kubernetes, c'est la fondation CNCF qui est responsable pour la vie de ce projet. Et avec son organisation propre et ses propres, on va y revenir. Mais donc en fait, CNCF est né du don de Kubernetes de Google à cette nouvelle fondation. Est-ce que Cloud Native est égal à Kubernetes Native? Est-ce qu'il faut comprendre ça comme ça ou c'est pas vrai? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de ressemblages parce que le Kubernetes, c'est le cœur de CNCF et tous les services ou les projets, c'est autour de Kubernetes, dans mon opinion, c'est comme ça, même aujourd'hui. Historiquement, ça se vaut en tout cas de dire ça. Mais aussi, c'est comme il y a des gens qui donnent son non, c'est quoi le cloud native? Dans mon avis. Là où j'allais revenir, j'étais intéressé d'avoir ta proposition de Donc, c'est Kubernetes native, mais aussi c'est la technologie qui aide compagnies à builder applications qui peuvent fonctionner en façon scalée, on-prem, en cloud, comme Amazon, Google, Azure ou Edge. Donc, tu peux rouler cette application en scale partout. Dans mon avis, c'est très important parce qu'avant, c'était problème si tu déploies sur Azure ou si tu peux utiliser le système privé d'Azure. Tu ne peux pas redéployer cette application sur Amazon ou Google ou on-prem, vice versa. C'était comme partout, c'était lock-in. Ouais. Je trouve que Kubernetes a permis à beaucoup de grandes organisations de basculer dans cet univers-là, en quelque sorte. Mais les concepts existaient déjà, et notamment, tu évoquais App Engine. On pourrait considérer que App Engine, ce qui déploie dans App Engine est une application cloud native quelque part. Exact. Mais aussi, comme cette plateforme de cloud native, ça inclut, bien sûr, containers, ça inclut service mesh, ça inclut microservices, l'infrastructure immutable, l'API déclaratif. Donc, ça, c'est tout qu'on peut considérer comme le système cloud natif. Et alors, le but, c'est que n'importe qui peut rouler application à la même façon partout sans avoir vendor lock-in. Et ce qui est vraiment important en façon open source, parce que c'est déjà, dans l'histoire, c'était la situation quand tu commences à utiliser les technologies et puis ça devient il commence comme open source, mais après, c'est comme finalement, ça rendu dans une compagnie qui roule et c'est que ça devient le lock-in. Parce que même si c'est le open source, mais c'est juste une compagnie qui contrôle de contribution, de marketing. Donc, ça donne des avantages pour l'autre compagnie. Et là encore, ça rejoint un des volets principaux de ta mission chez Google, vu que tu es très orienté cloud hybride. Exact. Ça a forcément beaucoup de sens. Donc, tu penses cloud natif, d'autre part, tu penses Oracle. Donc, c'est le monde complètement différent. Ouais. Mais c'est le drôle chose que à Google, c'était comme ça fait 2 semaines qu'ils ont open sourcé le projet qui s'appelle El Carro.
ça roule Kubernetes sur Oracle sur Kubernetes. Donc, tu peux même rouler le système comme Oracle maintenant sur Kubernetes. Donc, tu peux rouler n'importe quoi. Donc, c'est né de Kubernetes, mais aujourd'hui, on a un écosystème florissant de plein de produits qui gravitent en fait autour de ça. Comment est-ce que c'est organisé? Comment est-ce que la fondation en elle-même est organisée? Il y a des notions il y a des membres, il y a un staff même. Comment est-ce que tout ça fonctionne? Comment c'est organisé? Ouais, en fait, une chose que je veux juste ajouter sur le open source et CNCF, parce que c'est important pour les compagnies qui veulent joindre comme le membre ou contributeur et tout ça. Donc, le CNCF, c'est une fondation avec gouvernance fiable pour technologie open source. Donc, tu peux vraiment être sûr que ton contribution peut ajouter, que ton projet, ton idée doit être supportée. Donc, tout le monde peut ensemble contribuer sur le projet dans la façon open source. Et il y a des gouvernances de côté CNCF qui va assurer ça. Et c'est vraiment aussi la gouvernance ouverte. Donc, espace sécure pour la contribution dans le projet. Donc, je pense que c'est à cause de ça, c'est CNCF, c'est avoir beaucoup de succès et il y a beaucoup d'organisations qui sont parties de CNCF. Et peut-être on peut passer dans ton question que tu dis. Donc, ce que tu dis, en fait, c'est que le fait que des projets soient dans la fondation CNCF, c'est la garantie qu'on va pouvoir accepter les contributions de toutes les sociétés qui utilisent ce produit-là. C'est une garantie qui ne peut pas être offerte si le projet était directement géré par Google. C'est ça? Exact. Okay. Ouais. Et tu peux, pas juste les contributions, tu peux même dire, OK, je veux avoir le IPv6 ou je peux avoir... parce qu'il y a beaucoup des idées qui Google, quand il a commencé le projet, il a dit que Kubernetes, c'est le système pour rouler le container stateless. Ouais. Mais quand Red Hat, il a dit non, on veut rouler le stateful application sur Kubernetes. Et parce que c'est la communauté ouverte, c'est le CNCF, donc le Red Hat contribué partie là de statefulness, il a contribué la partie de sécurité, il a contribué la partie multi-tenancy. Donc, il y a beaucoup de choses qui ne seraient pas arrivées si le projet était resté juste chez... Exact. Oui, Google a une bonne idée et la bonne direction, mais l'autre compagnie contribuait pour augmenter la capacité de Kubernetes. Et c'est pour ça, je pense, c'est devenu un projet assez succès. Ouais. Et bon, pour ton question des organisations, je peux juste comme donner comme overview, bref, comme on a à peu près 500 membres de CNCF. C'est qui le membre? Dans le monde? Oui, dans le monde. Donc, c'est qui le membre? C'est le membre, les compagnies. N'importe quelle compagnie, il peut devenir membre et tu peux devenir membre platine, or ou argent. Ça coûte peut-être quelque chose, mais c'est comme ça la fondation roule. Donc, c'est vraiment, ça roule à cause de la fondation, de donation de membres. D'accord, ça c'est l'essentiel du financement de la fondation. Exactement. Les cotisations des membres. Et à différents niveaux, ça va être quoi l'intérêt pour une société d'être membre CNCF? Ouais, donc si tu es le membre de CNCF, il y a différents programmes que CNCF peut donner à ses membres. D'abord, c'est vraiment marketing, donc promouvoir ton compagnie qui est à partir de CNCF. Si tu mettons le membre platine, tu vas être sur le bord de CNCF, donc tu vas aider de donner la direction de CNCF où on va aller. Tu peux aussi, comme le membre, tu peux avoir les places pour voter, donc apporter les différents projets sur le CNCF. Donc ça, c'est quelque chose plus de côté de rouler l'écosystème. Mais aussi, si tu mettons ton compagnie et travaille sur Kubernetes et tu donnes le service de Kubernetes, CNCF, tu peux donner la certification KCP, Kubernetes Service Provider, Certified Service Provider, et tu vas être sur le site web de CNCF
autorisés par CNCF de donner le service de Kubernetes. Oui, ce qui est assez drôle d'ailleurs, il me semble que au départ, Google eux-mêmes n'étaient pas certifiés. Il me semble, hein, GKE, Google, d'ailleurs GKE est devenu Google Kubernetes Engine. Après, bon, c'est venu plus tard. Après, mais non, ça c'est plus comme si c'est plus les compagnies. Si mettons ton compagnie veut travailler comme le Kubernetes Service Provider, tu peux avoir les certifications de CNCF et comme ça tu peux donner les services de Kubernetes. Tu peux faire toi-même sans avoir cette certification, mais avec ça, tu es vraiment autorisé par CNCF et il va faire le marketing dans ton compagnie. Ça, c'est le numéro 1. Mettre le tampon aussi, comme quoi, oui, il n'y aura pas de vendor locking. En théorie, c'est possible parce que... Ouais. J'ai aussi, comme avant, j'ai travaillé, j'ai donné beaucoup de training de Kubernetes et mon compagnie, elle était Kubernetes Training Provider. Donc, c'est aussi la compagnie autorisée de donner le cours de Kubernetes et peut préparer pour l'examen. C'était la société CloudOps, c'est ça? Exactement. Ouais. Et j'ai donné à peu près 200-300 cours de Kubernetes. Beaucoup de monde qui j'ai. C'est aussi ça que tu enseignes à la fac à l'Université de Montréal en ce moment? C'est un cours sur. Oui, c'est le même cours? Je suis prof à McGill. C'est McGill, de donner le cours de Cloud Native. Oui, c'est ça. Donc, je continue mes affaires comme l'entraîneur. Je fais ta pub, hein, comme tu as oublié de le mentionner au début, ça me vient là. Ouais. Et aussi, une autre chose, mettons, si ton compagnie a créé le Kubernetes et veut vendre la plateforme Kubernetes, on a aussi certification de Kubernetes Program. Donc, maintenant, on a à peu près 100 compagnies qui ont passé cette certification. Et c'est la certification de conformance de ton plateforme qui n'était pas comme changé. C'était comme utilise le Kubernetes API, open source, sans modification. Ok, je pensais plus à ça, moi, quand je te parlais de... D'accord. Exact, ouais, c'est ça. Donc, l'exemple ça peut être GKE, EKS, AKS, Giant Swarm, Rancher. Donc, il y a beaucoup de compagnies qui passaient cette conformance, même les choses comme KubeADM, COPS. Donc, c'est l'exemple. Et tu peux trouver toute cette information sur le site CNCF et tu peux aller voir ça. Donc, ça, c'est le membre. Et je pense que j'ai expliqué pourquoi. Donc, si votre compagnie est intéressée, je pense quand même tu peux commencer avec l'argent. Ça donne déjà beaucoup de choses. Donc, tu peux devenir une compagnie comme KCP, Kubernetes Service Provider ou Kubernetes Training Provider. Mais si tu veux aller vraiment de chance de contribuer sur la direction de CNCF, ça se peut que tu veux être le membre or ou platine. D'accord. Donc, il y a des conditions quand même. Il ne s'agit pas juste de payer pour être officialisé, reconnu CNCF Training Provider. Il faut quand même montrer qu'on a les ressources. Exact. Mais oui, mais quelque chose, il faut commencer avec ça aussi, comme la base de... Et puis, après les membres, on a des staff. Staff CNCF, c'est pas beaucoup de monde. Je pense à peu près 50 personnes. Maintenant, ça grandit. Ça a commencé avec quelques mondes, puis maintenant, c'est 5 ans à peu près. La personne générale, c'est General Manager. Avant, c'était Dan Cohn, mais il a malheureusement décédé à cause de cancer. Et maintenant, c'est Sharma Priyanka qui est GM. On a des CTO, Chris Anischik, une personne très sympa, très ouverte de parler. Et il y a des groupes de marketing et de DevRel qui vraiment travaillent sur l'organisation de conférences, le groupe de meetup. Si vous savez le landscape et trial map view, donc tu peux trouver tous les projets CNCF sur cette landscape. Ce truc effrayant de quand on le regarde, ok, je connais un dixième des produits qui existent. Ouais. Et aussi, bien sûr, on a des Linux Foundation Training. Il y a des certifications qui on peut parler peut-être plus en détail. Et juste, peut-être, ça fait 6 mois à peu près, ils ont commencé le End User Tech Radar. Donc, avec End User Tech Radar, tu peux trouver les feedbacks de End User sur quel produit il utilise dans différents domaines. Mettons, il y a des Tech Radar Observability. Tu peux trouver c'est quel produit au projet CNCF le plus populaire, c'est qui le projet moins populaire, tout ça. Donc, ça donne quand même une idée. Qu'est-ce que le monde utilise déjà maintenant? Ça donne une bonne analyse du marché, finalement, en fait. Exact. Ouais. Et bien sûr, quand j'ai dit le staff de CNCF, c'est assez limité. Donc, il ne peut pas avoir beaucoup de staff parce que
ils utilisent l'argent des membres pour payer le salaire. Oui, parce que là, ce n'est pas des bénévoles. Là. Les cinquantaines de personnes dont tu parles, c'est des gens qui sont sur le paycheck. La paycheck, c'est ça. Ouais. Exact. Mais il y a aussi l'autre groupe qui est très important aussi pour le fonctionnement des CNCF, s'appelle CNCF Ambassador. Si vous savez Docker, il y a un Docker Captain, donc CNCF Ambassador, c'est très similaire. Donc, c'est les gens qui sont passionnés de Kubernetes, de CNCF, qui peut-être organisent le meetup, qui fait la présentation sur la conférence, qui fait la promotion, qui fait le podcast comme toi, Aurélien. Donc, peut-être tu peux devenir CNCF Ambassador un jour. Donc, c'est les gens qui aident le marketing de CNCF pour promouvoir les technologies CNCF. Et là, par contre, ce sont des personnes qui sont bénévoles. Exact. Toutes bénévoles. On a reçu un petit peu d'aide pour faire le meetup, par exemple, et on a d'accès pour le training de CNCF, mais c'est vraiment le bénévole. Donc, je suis ambassadeur pas à cause de les choses que CNCF m'a donné, c'est vraiment la passion que j'ai dans ma vie. Ouais. Et puis, c'est pas suffisant, un travail à plein temps. Il en faut un deuxième. Donc, ça, c'est une partie des CNCF. L'autre partie qui est très, très importante, c'est vraiment focuser sur le projet. Et cette partie-là, c'est le board, General Board, board général. Et le board général, c'est vraiment, ça donne la direction de CNCF. Et c'est d'habitude les membres de CNCF, comme platine, même or, argent. Et ça, c'est le board général. Mais il y a aussi, bien sûr, le End-User Community qui utilise ces projets. Et on a des TOC, Technical Oversight Committee, qui a vraiment focusé sur le Technical Vision. Donc, board général, c'est la direction générale. Et le TOC, Technical Oversight Committee, c'est le Technical Vision de CNCF. Et il a fait l'approbation de nouveaux projets. Il a aussi archivé le projet, aligné le projet, fait tout ça, le travail comme le voting, acceptation et tout ça. Donc, c'est eux qui fait la décision, le voting. Ouais. Et pour aider, qui sont au cœur donc du processus de graduation, je ne sais pas si le mot existe, des projets. On va y venir juste après d'ailleurs. Exact. Et cette personne-là, c'est de 12 personnes, 11 personnes, excusez. Puis cette personne est changée chaque 2 ans. Donc, il y a des voting sur cette personne-là. Maintenant, c'est le chair de TOC, c'est Liz Rice, une personne très populaire, très sympa, qui travaille avec Aqua avant. Maintenant, je pense qu'elle a changé, elle travaille avec le Falcon, mais en tout cas, elle est chair de TOC. Et aussi, sur le TOC, on a des SIGs, donc Special Interest Group. Maintenant, ça s'appelle Technical Advisory Group, donc ça aide de planifier, mettons, c'est le SIG d'Observability, SIG Storage, donc il travaille avec le projet dans ce côté-là. Donc, on ne veut pas avoir beaucoup de projets qui font la même chose, mettons. Donc, on essaie de rationaliser les directions. Exactement. Ouais. Et c'est inspiré directement ça des groupes d'intérêt qu'on retrouve aussi pour les contributeurs sur Kubernetes. Il me semble qu'il y a ça aussi. Hein. Il y a des SIGs. Ça s'appelle peut-être pas des SIGs, mais pour la partie CLI, pour la partie, je sais pas, je les ai plus en tête, mais je sais qu'il y a le même fonctionnement. Ouais. À peu près, il y a aussi il y a 11 personnes qui font vraiment le travail, mais il y a aussi le TOC community. Donc, il y a des gens qui aident de voter parce que juste pour être sûr qu'il n'y a pas de corruption, il y a des communautés qui aussi qui partent de le membre qui fait le voting, mais c'est vraiment ces 11 personnes qui fait la décision. Ça allait être une question qui allait venir un peu plus tard quand on allait rentrer justement dans le détail de comment ça se passe pour les projets, mais je me demandais si, bon, vu que c'est quand même, on est dans l'univers open source, je me doute que c'est quand même ouvert, ces sessions de délibération, ces sessions de vote, peut-être même que c'est complètement asynchrone et que ça se fait sur GitHub ou je ne sais où, mais est-ce que c'est vraiment, ça ressemble plus à ça ou est-ce que c'est plus comme une société secrète qui se rejoint en cachette dans le sous-sol d'un bar pour décider Non. C'est vraiment très ouvert. Donc, tu peux trouver toutes les meetings sur le GitHub de CNCF, toutes les meetings de TOC. Je peux joindre toutes les meetings de SIG. Tu peux joindre même de toutes les slides, c'est disponible sur Internet.
Donc, avant, j'étais toujours partie de cette meeting parce qu'il a fait les présentations de projet. Maintenant, c'est moins de ça parce qu'il essaie de vraiment focuser sur le travail. Mais le but encore, c'est cette meeting-là, c'est comme mettons, une de ces représentateurs de TOC, il peut apporter le projet sur le voting. Donc, il a dit, je suis représentant de ce projet, j'ai fait les recherches et je pense que ce projet est vraiment... je pense que c'est pertinent. C'est ça, exactement. Et donc, après ça, donc lui, il va supporter le projet, mais l'autre monde, ça va être voté pour ce projet si est bonne idée d'avoir ce projet. Et aussi, très important, on a quelques niveaux des projets. Donc, d'habitude, comme on a des projets gradués, on a des projets incubation et des projets sandbox. Voilà, donc c'est là où on va rentrer un peu plus justement dans le cœur du sujet. Donc là, ces 3 niveaux-là, j'en profite avant, je fais une petite parenthèse, je ne sais pas s'il y a quelques personnes qui nous suivent, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat sur YouTube, on peut les voir remonter et on peut éventuellement les poser directement à Archie pour qu'il y réponde. Mais donc, tu évoquais donc, effectivement les différents stades, donc sandbox, incubating et graduated. Donc, les TOC travaillent pour amener un projet jusqu'au stade sandbox. En tout cas, c'est la première phase que tu décrivais. Si j'ai bien compris, c'est ça, non? Non, pas vrai. Non, mais c'est comme le TOC travaille tout le temps. C'est comme sans arrêt, même jusqu'à la fin du projet, si il doit archiver le projet, ils ont toujours un travail. Donc, mais c'est comme, bien sûr que d'habitude, le projet est rendu dans la sandbox au début parce que tu as besoin le temps pour projet devenu assez mature et que à différentes compagnies contribuées, il y a beaucoup d'usagers qui utilisent cette plateforme. Et donc, comme ça, on peut dire que, cette produit, on peut vraiment être sûr que c'est gradué. Donc, on commence avec le sandbox. Le sandbox, avant, c'était assez compliqué et de rentrer dans la sandbox. C'est juste à peu près 2-3 mois qu'ils ont changé les façons de faire ça. Donc, maintenant, c'est très facile. Tu juste fais l'application sur le GitHub. Je veux avoir mon projet sur le sandbox. Et la prochaine étape, c'est le TOC fait le voting. D'accord. Et tu passais. Donc, tu as la sandbox. D'accord. Donc là, c'est vraiment les demandes viennent des projets eux-mêmes. Ouais. Il n'y a plus quelqu'un qui part à l'aventure pour décoter la perle rare en quelque sorte. Ouais. Et pourquoi tu dois apporter ton projet dans le sandbox? Dans mon avis, il y a des compagnies qui essaient d'avoir le profit de CNCF. Ils veulent que, OK, moi, j'ai apporté mon projet et le CNCF Marketing va promouvoir et je vais battre la technologie autour de cette compagnie et je vais faire l'argent. Oui, bien sûr, c'est une bonne idée, mais moi, je pense que le but de CNCF, c'est un petit peu différent. Donc, tu veux peut-être apporter ton projet dans le CNCF quand c'était assez prêt. Donc, tu as déjà fait la création de projet. C'est pas juste OK, GitHub, j'ai créé le projet README, je veux être dans son box. Non, tu dois avoir un projet qui est déjà une idée qui avec déjà une solide base de contributeurs. Exact. Et ça doit être idéalement de fonctionner bien avec Kubernetes ou l'autre projet CNCF. Mais comme n'importe quelle compagnie, ça va être très difficile de scaler ton processus. Il y a beaucoup de fonctionnalités qui doivent ajouter, sécurité et tout ça. Donc, c'est comme ça, je pense, tu peux apporter ton projet à CNCF, mais à ce moment-là, c'est tout le monde qui peut être contribué, tout le monde qui peut donner les idées et ton projet peut changer complètement. Donc, ton première idée, c'était comme ça, mais avec la communauté, ça peut changer. Donc, ça peut... donc, c'est pour ça, il y a quelques compagnies, ils prennent le temps. Donc, ils battent les technologies assez stables, avec une direction spécifique. Et après ça, ils donnent à CNCF. Et après, la communauté va augmenter et améliorer le projet. Parce que quand tu commences à travailler avec le CNCF, c'est pas juste toi qui te va donner, OK, maintenant, on va travailler sur cette fonctionnalité. Peut-être parce que tu as un intérêt d'avoir cette fonctionnalité. Ouais. Non, quand tu as le projet de CNCF, c'est tout le monde contribué dans ce projet-là. Et alors, qu'est-ce qu'on a décidé avec le Sandbox? La Sandbox, c'est pas le projet qui CNCF vraiment promoté. C'est pas le projet qui CNCF de passer l'argent pour le développement de CICD et tout ça. C'est juste le place
pour voir si le projet est dans une bonne direction et s'il y a d'autres compagnies vont intéresser de contribuer dans ce projet-là, s'il y a des usagers qui vont commencer à utiliser ce projet-là. D'accord, donc c'est plutôt, OK, ce projet existe, il fonctionne, on va le mettre là, on va voir ce que ça donne, on l'observe un peu. Exact. Ouais. Et après, si tu veux aller à incubating project, ça prend beaucoup des efforts parce que tu dois quand même avoir la communauté assez riche. Tu dois avoir une bonne contribution. Donc, c'est pas juste comme, OK, une fois par année, tu vas faire le commit. Non, ça doit être vraiment le projet vraiment très actif, oui, avec les end usagers. Ça peut toujours la même une compagnie qui contribue, mais qui quand même passait les étapes spécifiques. Et après ça, maintenant, on voit beaucoup de projets sur l'incubation. Ouais. Et le stade final, c'est la graduation. La graduation, c'est aussi très difficile à passer. Donc, ça doit être encore le voting avec le TEC pour passer de l'incubation. Ça doit être la communauté très grande déjà. Le projet doit être utilisé par beaucoup de monde et ça doit être quelques compagnies qui fait la contribution. Donc, c'est pas juste une compagnie qui fait ça. À mon avis, c'est très important parce que tu ne veux pas que c'est juste une compagnie, comme mettons, on a des projets Linkerd, c'est une compagnie qui fait la contribution. C'est important que l'autre compagnie qui contribue sur Linkerd pour être sûr qu'on peut monter sur Graduated Project parce que sinon, ça va être le lock-in finalement. C'est ça, oui. C'est là, donc c'est de là que vient cette garantie qui est offerte par CNCF. Donc un projet qui va être graduated, il est forcément utilisé par plus d'une compagnie majeure. Ouais. Et, exact. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ça va être quoi les avantages pour un projet d'être graduated ou incubating? Il y a d'évoquer qu'il y avait de financement qui était débloqué, notamment pour tout ce qui est CI/CD autour du projet. Oui. Marketing, peut-être. Aussitôt que c'est devenu projet incubating ou graduated, tu vas être partie de KubeCon, les conférences, c'est partout. Tu vas avoir les talks, tu vas avoir ton table sur la conférence, tu vas avoir le support de CNCF, tu vas avoir le security audit, tu vas avoir les systèmes pour CI/CD pour rouler ton CI/CI et tout ça. Donc, c'est à ce moment-là, le CNCF commence la machine de promotion des contributions et tout ça. Donc, c'est assez difficile de rentrer. Mais si tu l'as, c'est déjà comme un grand succès. D'accord. Et en contrepartie, il y a donc déjà la difficulté de passer par ce processus-là et aussi il y a peut-être des obligations aussi à remplir pour que le projet reste avec ce statut-là. Peut-être que, notamment, il y avait cette notion de les projets doivent bien s'interfacer les uns les autres. Est-ce qu'il y a des garanties de ça? Est-ce qu'il y a des contributeurs qui surveillent explicitement ça? De dire, cette fonctionnalité-là, telle qu'elle a été développée, elle se connecte pas bien avec, je sais pas moi, Open Policy Agent ou Kubernetes. On la veut pas comme ça, on la retravaille. Est-ce qu'il y a ce genre de démarche Oui. Donc, il y a bien sûr toujours, on cherche les façons d'intégrer les projets entre eux. Donc, c'est très important c'est une des parties aussi de acceptation. Donc, si ton projet juste travaille avec eux-mêmes ou avec l'autre produit qui n'est pas de CNCF, ça va pas marcher. Donc, il faut vraiment intégrer avec l'autre projet et c'est une des buts principales de CNCF. Et c'est déjà arrivé qu'il y ait un projet dans l'histoire de la CNCF qui se mettent à faire cavalier seul en quelque sorte, se disent non, en fait, moi ça m'embête vos histoires, je fais mon truc dans mon coin, et finalement ce projet se retrouve à être excommunié en quelque sorte, retiré ce statut. Non, c'est jamais arrivé, mais on a des processus d'archivation. Donc ça arrive à un moment donné, mettons, on a en Kubernetes, on a des technologies. Avant, le Kubernetes, c'était vraiment le système monolithe. Et donc, on a commencé de créer l'interface CSI, CRI et tout ça. On a créé différents runtimes parce qu'on a des problèmes avec Docker au début. Docker, il ne veut pas travailler avec Kubernetes. Ça fait beaucoup de bruit d'ailleurs récemment. Avec la dépréciation alors, comment s'appelait ce module dans Kubernetes qui faisait la passerelle entre le runtime Docker et le CLI. Et comme exemple, on a créé, pas nous, mais avant, c'était le CoreOS qui a créé le Container Runtime RKT, Rocket.
Et c'était le début quand on a commencé d'avoir le Container Runtime Interface. Tu peux ajouter n'importe quel container. Parce qu'avant, Docker était intégré avec Kubelet. Donc, c'était intégration directe. Mais avec CRI, tu peux ajouter n'importe quel container dans Kubernetes. Et le Rocket, c'était le premier exemple de faire ça. Mais finalement, on a vu qu'il n'y a pas d'intérêt dans la communauté à utiliser parce qu'on a créé l'autre technologie comme Containerd. C'était le parti de Docker, mais c'était moins parti et c'était déjà écosystème fort. Il y a aussi de Red Hat qui a créé Cryo, Container Runtime Interface Open Interface. Donc, ces deux projets, c'était plus intéressé pour communauté et le Rocket, c'était comme il n'y a personne qui était suivi. Donc, c'était bon départ pour aider Kubernetes, mais finalement, il n'y a pas d'utilisation. Donc, on a décidé d'archiver ce projet. C'était le seul projet maintenant qui était archivé. Dans mon avis, il y a quelques projets maintenant dans l'écosystème qui peuvent être archivés aussi, mais ce n'est pas moi finalement à décider, c'est TOC qui doit apporter. Moi, je vais aller voter ou approuver ça ou non. Donc, c'est comme ça. Tu n'as pas envie de te faire des ennemis aujourd'hui, peut-être que... Non, c'est tout le monde tout le monde qui dit oui. Ces produits, ces projets-là, il ne fait rien. Donc, il a déjà fait son travail. Donc, on va passer pour quelque chose d'autre. Et donc, suivre cette actualité-là pour quelqu'un qui travaille, qui est dans la position je sais pas moi, qui est responsable IT dans une société, s'orienter vers des technologies qui sont CNCF graduated ou au minimum incubating, c'est la garantie quand même d'avoir de la maintenance et que le projet reste vivant dans le temps et d'avoir du support. Ouais. Moi, de la façon que je pense d'habitude, c'est comme si ton projet est sandbox, c'est la technologie innovatrice. Donc, il y a juste quelques compagnies au monde qui utilisent ça et l'expérimentent. Ça peut te donner, bien sûr, le edge quand tu allais sur le marché. Tu fais quelque chose de cool, très nouveau. Mais pour les grandes entreprises, parfois, c'est trop risqué parce que grande entreprise, ça prend 2-3 ans pour intégrer le système et tout ça. Ça prend un consensus. Et les grandes entreprises sont rarement les early adopters, en fait. Finalement. Exactement. C'est plus les compagnies comme Disruptor, comme Shopify, où elles veulent vraiment avoir un edge sur le marché. Je vois qu'ils utilisent le projet Sandbox parce que ça se peut que ça résoudre le problème intéressant. Puis, la prochaine étape, c'est incubating. Ça déjà devient plus intéressant. Donc, il y a déjà une maturité assez stable, mais tu es toujours une des premières qui fait ça. Ouais. Et si on parle de graduated, c'est déjà passé cette phase-là quand c'était devenu très populaire. Donc, tu es réveillé, OK, il y a tout le monde qui utilise Kubernetes, je dois monter au bord. Donc oui, c'était déjà le temps et il faut le faire ça. Et finalement, des entreprises qui auraient besoin d'un système comme Kubernetes et qui ne l'adoptent pas aujourd'hui seraient plutôt décrites comme ayant un profil plutôt sceptique, en fait, à l'inverse d'être challenger ou early adopter. Exactement, c'est comme j'ai écrit un article Kubernetes, Cloud Native, The Beginner's Guide to the CNCF. Donc, la compagnie que j'ai travaillé avant, Ericsson, elle m'a écrit « Oh, on a lu ton article de CNCF et on commence à utiliser Kubernetes partout. On va utiliser le produit CNCF, le projet CNCF. » Donc, c'est comme exemple, le télécom a déjà commencé à regarder sur Kubernetes. Donc, on n'est vraiment pas dans la même situation d'il y a 3 ou 4 ans. Exact. Et le Kubernetes, c'est déjà 7 ans. Aujourd'hui, on a 7 ans. Et c'est juste maintenant, elle a commencé de regarder sur cette technologie, après 7 ans. Donc, bien sûr, le projet est graduated. Tu as déjà vraiment, comme c'est sûr que tu es dans une bonne direction que tu vas choisir, mais tu peux peut-être commencer un petit peu plus tôt. Ça peut donner un petit peu de edge en avant. Donc, je pense que c'est très intéressant de regarder dans le projet qui est incubating. Je donne l'exemple de si tu veux utiliser GitOps, c'est quelque chose de nouveau. Donc, tu peux regarder sur des projets GitOps sur l'incubating pour commencer à utiliser comme Argo, mettons. Argo, c'est un projet qui est en sandbox, lui. Il n'est pas... Argo, non. Argo, c'est incubating. L'autre projet qui est sur le GitOps, c'est Flux. Alors, donc, ces deux projets, c'est déjà incubating avec communauté assez fort. Donc, je pense que Argo
Et Flux, à un moment donné, va être sur le Gradient. Ouais, d'accord. Mais c'est justement ce genre de situation que les TOC surveillent un peu, j'imagine, de dire, bon, là, il y a deux produits qui ont un niveau de maturité équivalent et qui, en fait, font pratiquement la même chose. C'est intéressant. Moi, je veux voir ce qui va gagner finalement cette bataille. Est-ce que la CNCF organise des paris ouverts aussi sur ce genre de choses? Peut-être on peut parier sur, je pense que c'est ce projet-là qui va gagner entre quelque Non, c'est plus la communauté. Tu vois les adoptions, tu vois les popularités, tu vois les compagnies qui contribuent. Donc, ça, c'est pour ça les TOC travaillent pour ça. Donc, ils doivent vraiment faire un bon choix de direction. Et ça doit être idéalement le choix sans favorisme, parce que c'est très important. Parce que ça peut arriver, et c'est pour ça qu'on a 11 membres de TOC, et on a aussi le TOC Community qui va voter pour être sûr que tout est propre. On a toujours à cibler un horizon pour ça. On peut évidemment pas faire quelque chose de garantie parfait. Mais... OK. Et est-ce que d'ailleurs ce CNCF Graduated ou Incubating, c'est un label qui a une enfin, je veux dire, d'un point de vue légal, est-ce que c'est un label protégé? Demain, si moi je crée un nouveau framework, un nouvel outil, je le mets sur GitHub et j'écris CNCF Graduated alors que c'est faux, je vais en prison? Peut-être non, mais bien sûr que tu vas être communiqué par le CNCF. je vais recevoir un courriel. Oui, bien sûr. Ça marche. Il y a quelque chose que tu souhaites ajouter là-dessus? Sinon, on peut parler un peu des formations, des certifications qui existent. Oui, bien sûr. Ça, c'est en fait en grande partie, dans mon avis, de CNCF. Donc, on a le Linux Foundation Training, qui est les gens qui peuvent apprendre le projet de CNCF. Mais les certifications, c'est partie très, très, très important parce que maintenant, Kubernetes, c'est presque dans chaque compagnie. Et donc, on cherche les gens qui connaissent Kubernetes. Donc, comment tu veux prouver ça? Ben, tu vas le faire le Kubernetes Certification. Et aussi, parce qu'il y a des différents types de personnes qui vont utiliser Kubernetes. On a des développeurs, on a des administrateurs, DevOps, tout ça. On a des gens de sécurité. Et c'est pour ça qu'on a créé différents types de certifications. Alors, on a CKAD, Certified Kubernetes Administrator, c'est pour les gens qui c'est pas juste développeurs, mais c'est les gens qui vont créer le manifeste de YAML et utiliser les fonctionnalités de Kubernetes. Mais qui ne vont pas nécessairement s'intéresser à comment est-ce qu'on installe le système. Exact. Ouais. Puis, on a des CKA, Certified Kubernetes Administrator. Ça, c'est pour les gens qui vont faire administration, développement, déploiement, architecte, DevOps, donc tout le monde ça. Donc, moi, je trouve que c'était très populaire avant, mais maintenant, il y a beaucoup de monde qui roule Kubernetes sur cloud. Donc, c'est d'habitude le processus plus facile. Donc, tu juste fais ton Terraform, ça va automatiquement bâtir le Kubernetes. Mais c'est très important de comprendre comment ça fonctionne, comment tous les composants et travaillent. Parce que si tu ne connais pas comment le SASIS a fait, c'est très dangereux quand il y a des choses qui vont briser ou c'est toujours intéressant d'avoir une compréhension de comment marchent les internals, en fait. Hein. C'est vrai que moi, j'ai utilisé, mes débuts, mon premier pas de Kubernetes, c'était sur GKE. Et j'ai utilisé beaucoup Kubernetes sans savoir comment ça s'installe, comment c'est fait, quoi. Ouais. Et la meilleure façon... Et c'est intéressant, effectivement, de se pencher un peu de ce côté-là. Exact. Et la meilleure façon de commencer, c'est le GitHub de Kelsey Hightower, Kubernetes the Hard Way. Ça, c'est la meilleure façon d'être prêt pour cet examen. Effectivement, c'est vraiment the hard way pour le coup, hein, parce que là, on n'utilise aucun outil, sauf si on utilise quand même... on n'en est pas non plus à faire des git clones du repo. Hein. Il me semble qu'on utilise kubadm pour l'installer. Mais ça reste quand même de la configuration assez bas niveau dans le Et maintenant, on a rendu dans le moment où je pense qu'on connaît comment installer Kubernetes. Ça devient très facile. On connaît comment déployer sur Kubernetes. Mais maintenant, ce qui est important, je pense, c'est que comment on peut sécuriser notre application. Comment on peut déployer en façon qui ça va être pas tempéré ou il y a pas des virus ou comme ça, les problèmes avec ton application, tout ça. Et donc, on a créé une nouvelle certification qui s'appelle CKS, Certified Kubernetes Specialist, Security Specialist. Et ça, c'est pour les gens, c'est pas juste les gens de sécurité, mais idéalement, si tu travailles avec le système et tu veux déployer ton application dans la façon de sécurité,
ça, c'est vraiment une bonne certification de le faire et même étudier pour cette certification, même si tu ne veux pas passer les certifications eux-mêmes. Cette certification-là est intéressante d'ailleurs parce qu'elle s'inscrit encore plus dans la démarche de la CNCF dans la mesure où elle n'est pas uniquement centrée sur Kubernetes. Enfin, ça fait un peu intervenir d'autres projets, il me semble, notamment Open Policy Agent, qui font partie de son écosystème. Oui, j'ai fait les études, j'ai appris beaucoup de nouvelles technologies comme qui étaient open sourcées par Aqua, mettons. Donc, tu peux scanner maintenant ton image sur ton laptop. Tu peux. Il y a grande partie aussi de comment tu peux bâtir ton policy, comme je dis, avec le OPA, Open Policy Agent, Gatekeeper. C'est vraiment intéressant parce que moi, je trouve tout est maintenant shifté sur ce problème-là parce qu'on tout connaît comment on déploie l'application sur Cube. Le service déploiement, on a dépassé ce moment-là. Maintenant, on veut être vraiment de savoir le best practices. C'est ça, c'est le marqueur de la maturité qui avance, on va dire, dans ce secteur-là. Ouais. C'est ça. Super. Et donc il y a 3 certifications aujourd'hui qui sont proposées par la CNCF. Oui, idéalement, peut-être que tu peux créer ton certificat aussi. Je sais que Mirantis, il y a un certificat de Kubernetes, mais le certificat de CNCF, c'est vraiment le meilleur, je pense, parce que c'est comme autorisé par CNCF et il y a de l'équipe qui travaille sur l'amélioration de ce processus. Donc, on change chaque version et tout ça. Donc, highly recommended pour la certification. Et bien sûr, tout le monde, si tu fais ce certificat-là, fais mise à jour dans ton LinkedIn. Tu vas recevoir beaucoup d'appels de compagnies parce que tout le monde cherche les gens qui connaissent Kubernetes. Ce sont des certifications qui d'ailleurs sont quand même demandent un certain niveau. Enfin, on peut pas, c'est pas du QCM, c'est pas juste du question-réponse. Il faut vraiment pratiquer. On est dans un environnement de sandbox avec un terminal et puis il faut faire les trucs. Ouais, c'est mon conseil pour les nouvelles les gens qui ont juste gradué à l'université. Avant, c'était Cisco. Peut-être quelque chose comme ça, le certificat. Maintenant, je pense que si tu as un Kubernetes Certificate, je pense que le certificat est un des plus populaires maintenant sur le marché. Et après, ça va aller peut-être Cloud Certificates comme Amazon, Azure, Google. Donc, si tu as deux certificats, une Cloud et une certificat de Kubernetes, je garantis que votre travail dans quelques semaines. Ça devrait pas être compliqué. Ouais. Très bien. Et donc, certification, formation, il y a aussi énormément de conférences qui sont organisées à travers le monde, à différentes échelles. On a déjà un peu évoqué, on a parlé de la KubeCon évidemment, on a parlé des Kubernetes Community Days, on a parlé aussi des Meetup. Ça représente combien t'as une idée de combien d'événements tous les ans qui sont organisés à travers le monde? Moi, j'ai grand admirateur de KubeCon, donc KubeCon à CNCF. Et je pense que ça a commencé en 2016. Le premier KubeCon, c'était à San Francisco. C'était 300 personnes. Moi, j'ai eu la chance d'aller à deuxième KubeCon à Seattle. C'était à peu près 1000 personnes dans une petite chambre. Et j'ai rencontré tous les mondes importants. Et c'est comme ça. Après cet événement, j'ai décidé de commencer avec le Meetup parce que j'ai vu la communauté est très ouverte. Donc, j'ai parlé avec les gens comme TLC Hightower, Tim Hawkins. Tu peux demander n'importe quelle question, comment le networking fonctionne. Et tout le monde être toujours ouvert de parler de technologie, d'expliquer pourquoi c'est important. Donc, c'était pour moi, c'était immense de voir comment ouverte la communauté. Et je pensais que après ça, j'ai vraiment dit, OK, je veux être impliqué avec cette communauté parce que c'est vraiment sympa d'être de cette partie de cette communauté. Et comme on voit, après 6 ans, 5 ans, ça devient quelque chose de très, très extraordinaire. Et maintenant, bien sûr, le KubeCon a grandi. Donc, j'ai visité, je pense, à peu près 6 KubeCon déjà. En Amérique du Nord Amérique du Nord, j'étais à Copenhague, j'étais en Allemagne, à Berlin. Mais bien sûr, le North America, c'est plus facile. Donc, j'étais à San Diego, Seattle. Malheureusement, ça doit être le Boston l'année passée. Juste à côté de nous, 5 heures de voyage avec auto. Mais
à cause de COVID. Donc, ça a tout été a fait arrêté. tout en ligne, oui. Exact. Et j'ai visité les KubeCon en ligne, mais c'est pas vraiment la même expérience quand tu viens dans la conférence tu rencontrais avec toutes les compagnies, avec tous les usagers, avec tout le monde qui contribuait. Donc, c'est l'expérience qui vous vraiment doit faire. Peut-être le petit problème, parce que quand j'ai commencé, c'était juste 1000 personnes, 2000, 3000, 4000. Maintenant, on parle de 20 000, Ouais. 25 000. On a des problèmes maintenant de trouver la place pour organiser la conférence. Et bien sûr, pour les gens qui juste commencent, c'est comme, waouh, je connais pas de monde, tout ça, mais c'est intimidant. Vraiment, exact. Mais vraiment, la communauté est très ouverte. Et si vous êtes de Canada, mettons, moi, je vais vous occuper. Donc, on va faire le petit truc dans la bar ensemble avec toutes les communautés canadiennes. Il y a aussi communautés francophones de France et tout ça. Donc, tu peux trouver ton monde. Tu peux passer un bon temps ensemble. Donc, la prochaine KubeCon, ça va être à Los Angeles. Quelque chose que j'ai déjà attendu. J'ai booké mon hôtel. Ouais. J'ai fait mes vaccinations. Donc, j'espère que je vais être là. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai manqué énormément avec cette COVID-là. Pour moi, c'était le temps difficile. Ouais, c'est sûr. Mais aussi l'autre chose, bien sûr, que, mettons, moi, c'est mon rêve d'avoir le KubeCon à Montréal ou avoir KubeCon à Paris. Mais le problème, c'est que KubeCon, c'est juste 2 fois par année. Donc, c'est bien sûr que, surtout pour l'organisateur, trouver la place à Montréal pour avoir 30 000 personnes pour le KubeCon, c'est peut-être pas facile. Alors, il essaie de choisir la ville qui avoir le grand espace pour la conférence et tout ça. C'est juste quelques villes au monde qui peut hoster la conférence avec 30 000 personnes maintenant. Donc, c'est peut-être jamais ça va arriver à Montréal. J'espère à Paris un jour. Je vais aller avec plaisir. Ouais. Peut-être à Toronto, ce serait possible. Toronto, je pense pas. Mais pour résoudre ce problème-là, pour assurer qu'on peut quand même de travailler avec la communauté locale, CNCF a commencé à organiser le Kubernetes Community Days. Et c'est la conférence organisée pour la communauté, par communauté. Donc, c'est les gens locaux qui habitent dans la ville, ils peuvent commencer à organiser. Donc, j'ai eu la chance d'être partie de KCD, Kubernetes Community Days à Montréal, à Toronto, à Ottawa et Québec. Donc, on planifiait d'organiser cet événement. Malheureusement, à cause de COVID, on est un petit peu en attente maintenant, mais c'est notre rêve d'avoir une petite KubeCon à Montréal un jour et de travailler, rencontrer toutes les communautés. Et on va inviter les grands speakers, on va avoir une bonne place pour faire les conférences. Quelque chose qu'ils ont vraiment ravi de faire et d'avoir très bientôt. Donc, en visant combien de participants à peu près? Pour nous, c'est pas important. Combien de participants? D'abord, je pense que ça dépend de la ville. La deuxième, ça dépend de... je sais pas. Pour nous, c'est pas important du monde. Moi, je pense que facilement à Montréal, on peut avoir 2-3 000 personnes. Mais ça va être aussi quand même difficile d'organiser un grand événement comme ça. Donc, pour la logistique. À peu près 1000, je pense, à Montréal. Toronto, c'est facilement 2000. Québec, ça se peut que 500. Mais comme j'ai dit, c'est pas important le nombre. Donc, on sait que ça va être vendu, on sait que ça va être cool. Ça, c'est plus important. L'ambiance, la qualité des conférences, la qualité des présentations et plus important, tu as la chance de rencontrer tout le monde finalement ensemble et passer le temps 2-3 jours ensemble. C'est ça, c'est tout l'intérêt. Et donc, les Kubernetes Community Days sont un intermédiaire ou alors ça vise à remplacer ou absorber les meet-up locaux parce que tu animes déjà aujourd'hui le meet-up CNCF, Kubernetes ou CNCF, je ne sais pas comment il s'appelle, je ne sais plus. Oui, notre meet-up s'appelle CNCF Canada, donc on a Kubernetes CNCF, meet-up dans chaque ville, quand je dis, mais le meet-up, c'est juste quelque chose qu'on fait le soir avec la communauté. Comme je dis, d'habitude, c'est une place qui est donnée par les organisateurs pour les compagnies qui aiment Kubernetes, comme on fait beaucoup de meet-ups à Shopify. Et c'est à peu près 200 personnes. Après le travail, on fait le pizza, de bière,
on parlait de technologie, on allait dans la barre après. C'est déjà pas mal, de la pizza et des bières pour 200 personnes. Ouais, c'est ça. Mais le KCD, ça va être quelques jours conférence. Et ça va être beaucoup de tracks, donc ça va être différents tracks qui vous pouvez choisir de votre intérêt. Et c'est vraiment le focuser. Donc tu passes un jour le workshops, les talks. Donc tu peux juste aller passer toute la journée dans la conférence. Donc ça sera être très intéressant expérience, surtout pour les gens qui jamais voyageaient. Donc il voulait être partie de communauté, mais il ne peut pas voyager à cause de quelques raisons. Mm-hmm. Maintenant, tu peux aller dans l'événement comme Kubernetes, comme KubeConf, comme CNCF-Conf, mais près de chez toi. Et tu peux même contribuer ou tu peux même présenter parce que si tu veux avoir ton talk sur le KubeConf, c'est presque impossible parce qu'il y a beaucoup de monde qui veut être partie de cet événement. Mais avec KCD, tu as beaucoup plus de chances de passer des... Et si on veut pitcher à KubeCon, c'est un avantage d'avoir présenté plusieurs fois dans des événements plus petits avant. Parce que Exact. Si on a envie de participer, de proposer des conférences ou même de venir donner un coup de main, de venir aider dans l'organisation de ces meet-up-là, ça se passe comment? On te contacte directement? Ou il y a un Slack peut-être? Comment ça se passe? Avec nous? Ouais. Pour le meet-up, on a des... je peux partager le lien avec toi. Donc, on a des liens pour le speaker, pour le CFP. Donc, tu peux soumettre ton talk dans le CFP, CNCF Canada. Puis, on a des Slack, Kate's Canada Slack Channel. Donc, tu peux joindre, tu peux visiter les meet-ups. Ça, c'est tout disponible. Donc, donc, ça, c'est le côté meet-up. Le côté de KCD, on a des chaînes sur le CNCF Slack Channel pour chaque ville. On a si vous allez dans le CNCF GitHub, vous allez voir, il y a des pull requests pour le KCD Montréal, KCD Toronto. Donc, vous pouvez juste faire la communication là-bas. Donc, vous pouvez proposer votre candidature d'être organisateur. Et la seule chose qui est important, c'est ce que vous êtes partie de cette ville qui va passer le KCD et que vous voulez participer, que vous voulez aider à organiser l'événement, ou vous pouvez même supporter ou faire la donation ou être commanditeur. Donc, il y a beaucoup de façons de s'impliquer avec KCD et c'est très ouvert comme la communauté CNCF. Super, excellent. On mettra toutes les informations, si tu me les partageras, je mettrai les informations dans le lien de la vidéo. Super. C'est quoi l'avenir, selon toi, pour l'avenir de la CNCF? Comment est-ce que tu aimerais voir évoluer les projets ou les prochains grands projets de programme de la CNCF? Je pense qu'on est déjà dans une bonne place parce que je trouve que la popularité, c'est vraiment grand maintenant. C'est beaucoup de monde, beaucoup de communautés. J'espère que ça va être continué et on va continuer de grandir. Et pour ça, je pense, bien sûr, le Kubernetes restait toujours là comme la plateforme de base pour avoir beaucoup de systèmes intéressants qui travaillent sur Kubernetes. Et les technologies, je pense, qui étaient vraiment intéressantes dans quelques années, et c'est déjà commence maintenant, tu peux voir dans la sandbox aussi. C'est comme technologie de service mesh, les technologies comme GitOps, donc tu peux automatiquement déployer le code qui était sur le GitHub, synchronisé. Technologies comme Gatekeeper, Open Policy Agent. C'était très, très intéressant et je pense qu'il y a beaucoup d'intérêt maintenant pour les serverless sur le Kubernetes. Donc, ça, c'est la direction que je vois qui va commencer. Et bien sûr, je vois il y a beaucoup d'intérêt de rouler Kubernetes sur Edge. Parce que maintenant, Kubernetes, c'est partout, mais il y a beaucoup de technologies comme les télécommunications. Il y a beaucoup de compagnies qui veulent vraiment avoir un petit cube qui peut rouler son code ou qui peut rouler la configuration dans vraiment petit format. Donc, ça sera, je pense que dans la voiture, partout, ça va être Kubernetes partout, donc Cloud Native partout. Donc, ça va être très intéressant de voir comment ça va évoluer dans quelques années. Parce que maintenant, c'est déjà disponible, mais c'est assez nouveau. Il y a du monde qui a juste commencé de jouer avec ces outils.
mais c'est pas comme le Kubernetes qui graduated, qui passait le phase de global adoption. C'est toujours dans quelques compagnies qui veut... Qui expérimentent. Exactement, ouais. Ça rejoint un peu, j'avais entendu cette image de Kubernetes qui est une sorte de operating system sur un parc de machines. En fait, ça rejoint un petit peu, ça prolonge un peu cette analogie-là d'une certaine façon, je trouve. On pourrait mentionner aussi, dans les souhaits que tu as déjà formulés, un événement KubeCon à Montréal. On peut toujours espérer, quitte à ce qu'on fasse un crowdfunding pour construire un bâtiment exprès pour l'occasion, je ne sais pas. Et peut-être un pari sur Argo CD et Flux. Est-ce que tu veux te mouiller, faire un pari sur lequel va survivre d'ici 2-3 ans? J'espère que les deux projets vont avoir le succès. Parce que le Argo CD, c'est l'Intuit qui a développé ça. Je trouve que cette compagnie n'a pas intérêt de profiter parce que c'est la compagnie qui utilise internal Argo CD. Donc, c'est pour ça je trouve que son position est un petit peu vulnérable parce que l'autre partie, le Flux, ça c'est la compagnie Weaveworks qui est vraiment focusée, qui bâtit les conférences, investit l'argent. Qui est très intégré dans l'écosystème CNCF déjà. Exact. Donc, je trouve les deux technologies de bonne chance pour gagner, mais aussi il y a des idées d'avoir ce projet ensemble. Donc parce que le Argo c'est très bon avec le UI, des parties UI, et Flux c'est très bon comme le CLI. Donc, je pense que on va essayer d'avoir quelque chose hybride, donc d'avoir les technologies qui peuvent faire les deux. Et c'est pour ça qu'ils ont créé comme GitOps 2.0 projet, mais c'est toujours difficile parce que chaque compagnie a son intérêt, chaque compagnie essaie de... Donc, je trouve que les deux technologies assez intéressantes, mais il y a beaucoup de choses qu'il faut faire pour graduer ces deux projets-là. Ouais. Et je trouve que comme le Argo CD maintenant, les compagnies comme Red Hat, il y a IBM qui a commencé aussi à contribuer. Donc ça, c'est intéressant aussi. Donc, on verra. On verra qui va gagner, mais moi, j'espère que les deux technologies continuent à être succès et ça va être très facile pour adopter, finalement, pour beaucoup de monde. Oui, en fait, tu espères que va émerger un standard et que ce sera deux alternatives viables pour implémenter ce standard-là. Exact. Que c'est une manière de l'amener. Très bien. On arrive sur la fin de ce qu'on avait prévu de se dire. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a oublié d'évoquer que tu aimerais ajouter? Non, je pense qu'on a quand même couvert beaucoup de choses. Moi, j'ai eu beaucoup de fun d'être ici. J'ai aimé l'expérience, donc super, peut-être que ce n'est pas le dernier podcast pour moi. Avec plaisir, j'aimerais bien qu'on se recroise. Et est-ce que un petit mot de la fin que tu aurais? Une anecdote, je sais pas, n'importe quoi. Anecdote. OK, anecdote de CNCF ou anecdote de... Personnel, CNCF. C'est pas anecdote, c'est une histoire drôle, je pense, qui est arrivée avec moi. Donc, j'ai une personne qui donne mon opinion. Donc, j'aime pas de donner l'opinion de quelqu'un. Et comme ambassadeur de CNCF, j'ai écrit un article que j'ai parlé déjà, The Beginner's Guide to CNCF, qui est très populaire, mais je dois faire une mise à jour quand même parce que ça fait 2 ans que j'ai écrit ça. Et mon opinion que j'ai écrit là-bas sur Service Mesh, j'ai comparé deux technologies, Istio et Linkerd. Et j'ai dit que Istio, c'est technologie plus avancée que Linkerd à ce moment-là, parce que Istio utilisait le sidecar pattern et Linkerd utilisait daemon set. Donc, c'était comme le technologie plus vieux. Et j'ai aimé beaucoup Istio d'un côté parce qu'elle utilise vraiment fort les technologies CNCF. Donc, c'est Envoy, c'est pour l'authentification, elle a aussi utilisé les Spiffy Aspire, Prometheus, Jaeger. Donc, très c'était vraiment intégré, mais le projet n'était pas CNCF. Et Linkerd, c'était le projet qui était évalué
Donc, c'est déjà quand même assez fort, mais à ce temps-là, elle a décidé de changer l'architecture, mais c'était comme vraiment très jeune comme technologie. Mais je suis ambassadeur de CNCF, donc je dois promouvoir le CNCF, pas la technologie qui n'était pas CNCF comme Istio. Et je pense que quelqu'un qui a vu ça sur le Twitter, donc il a tweeté, il a tweeté dans la compagnie Buoyant, donc le directeur de Buoyant, il a lu cet article, il a vu que, comme j'ai dit, que Linkerd est pourri et tout ça, donc n'utilisez pas ça. Et puis il a tweeté à Dan Kohn était GM de CNCF. Donc, il a dit pourquoi l'ambassadeur CNCF est le promote de technologie qui n'était pas CNCF. Et donc, pour moi, c'était difficile parce que c'était mon opinion. Et je pense qu'il était correct dans ce moment-là. Maintenant, Linkerd a amélioré beaucoup. Ils ont changé. Donc, il a pris beaucoup de choses qu'Istio a déjà fait. Donc, je pense que maintenant, ça devient de plus en plus similaire en côté des fonctionnalités. Istio, je pense, c'est toujours beaucoup plus mature et plus d'options, mais Linkerd devient beaucoup mieux aussi, plus facile à utiliser. Mais à ce moment-là, je trouvais que Istio, c'était beaucoup mieux. Donc, c'était mon opinion, mais ça a été un petit peu difficile parce que Dan appelait moi, il a dit, qu'est-ce que tu fais? Peut-être il faut s'excuser. Et donc, c'est pas forcément un très bel aspect là qu'on est en train de discuter finalement, qui est beaucoup plus politique que ce qu'on peut... Ouais. Et puis j'ai rencontré avec l'équipe de Linkerd à KubeCon, on a pris une petite bière, on a discuté, donc tout était réglé. Mais pour moi, c'était comme si je pense que quelque chose n'est pas bon, j'ai dit c'est pas bon. Si j'ai vu que ça changeait, j'ai dit ok, c'est changé, ça devient mieux. Donc parce que je trouve que comme ambassadeur, je dois être, je dois donner les choses qui est vraies et parce que les gens qui va lire ça ou écoute ça, elle va peut-être prendre ça comme le sérieux. Et je ne veux pas que les gens qui font les erreurs maintenant. Mais ça me semble pertinent. Effectivement, il y a la démarche d'ambassadeur CNCF et puis il y a ton avis personnel que tu as tout à fait le droit d'exprimer également. Tout à fait. Oui, j'espérais aussi à ce moment-là que Istio va devenir partie de CNCF. Ne s'est jamais arrêté. Je pense que tout le monde est pensé comme ça. Mais... Ouais, mais je me suis même pas posé la question. J'ai revérifié pour préparer le podcast. Je me suis dit non, il est pas. C'est pas un projet de CNCF. J'étais surpris, à vrai dire. Je pensais que. Tout le monde est surpris. Mais c'est comme ça. Ils ont décidé d'avoir son chemin. Et je pense que c'est une question très forte aussi. J'ai peur de parler de ça encore, mais dans mon avis, on a des problèmes maintenant avec le cloud providers qui utilisent les produits d'une façon pas très fiable. C'est comme, tu connais le café équitable. Oui. Ici, le même problème, on a quelques cloud providers qui, mettons, prend la technologie sans contribution. Et l'intégrer dans son système sans contribution. Et je trouve que parfois, ça devient plus en plus de problèmes. On a des problèmes avec qui étaient juste quelques mois avec Elasticsearch. J'allais mentionner ça, effectivement. Ouais, Mongo, donc ça continue. Donc, c'est pour ça, peut-être on dans une nouvelle étape d'évaluation avec le CNCF parce que bien sûr que CNCF voulait avoir Istio dans son groupe de projet, mais c'était pas sécurité pour une compagnie qui bâtit ce produit, qui bâtit investit énormément l'argent et monde pour créer ce projet, quand l'autre compagnie qui juste attend quand ce projet vienne sur CNCF et elle va utiliser ça dans son système. Donc, c'est dommage. Ça va être intéressant, effectivement, de regarder dans les mois, les années qui viennent, le rôle que va prendre la CNCF autour de ces enjeux-là. Elle va prendre un rôle, peut-être qu'elle va prendre un rôle encore plus fort de défenseur des projets open source en opposition à des grandes compagnies privées qui voudraient s'approprier des projets sans recontribuer, de manière unfair, quoi. Ça va être intéressant de suivre ça. Moi, j'ai toujours rêve qu'un jour Istio va arriver, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, on espère que l'autre compagnie va devenir plus collaboratrice et
il a commencé de penser d'avoir la technologie qui est plus équitable et qui peut tout le monde contribuer parce que je pense qu'on a vécu un bon moment quelques années, mais ça continue comme ça, donc c'est difficile. Personnellement, j'aime bien l'approche de Google là-dessus, qui fait des partenariats avec les sociétés qui développent des produits open source. Ouais. C'est une question intéressante, mais je pense qu'on ne peut pas parler de ça la prochaine fois. Non, ouais, je pense qu'on va rouvrir 1 heure de discussion, effectivement, si on parle là-dessus. Très bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Archie. C'était super agréable de t'avoir pour discuter de tout ça. Je pense que vraiment, c'était très riche en informations. Et j'espère que nos auditeurs auront appris plein de choses. Je te remercie encore beaucoup pour ton temps. Je sais que ta journée est remplie. Non, c'était plaisir, Aurélien. Et moi, j'étais presque pour la première fois de parler en français avec le comité francophone parce que français, c'est pas mon langue native. Je parle pas chaque jour aussi avec mon travail, donc je suis très content. Je te remercie beaucoup d'avoir fait cet effort-là, d'ailleurs, aussi, effectivement. Je pense que ça va être beaucoup apprécié. Et good luck avec ton podcast. Bonne chance. J'espère que ça va être très populaire aussi. Eh ben, écoute, on verra. En tout cas, j'aime bien cet exercice. Donc après, on verra si ça prend. Bon, merci. Bon été sans Covid. On espère. Bon été à toi aussi. Et puis, on se recroise peut-être en présentiel. OK. Bye bye. Salut.